Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus ce soir à cette conférence hors sport, mais très nautique. Nous allons évoquer ce soir le parc naturel de la mer de Corail. Merci beaucoup d'être venus dans le cadre de cet événement Fête de la Science. Et je remercie Madame Peggy Gunkel-Grillon, vice-présidente en charge de la recherche de l'université, qui va nous accueillir ce soir. Bonsoir, mesdames et messieurs, chacune et chacun en vos grades et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers partenaires et amis de la recherche. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir dans cet amphithéâtre Guy Aniel, car c'est mon premier lancement d'événement en tant que vice-présidente en charge de la recherche de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. J'ai en effet été récemment élue lors du renouvellement de nos instances il y a quelques semaines. J'ai donc l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette conférence publique. Elle est consacrée à un sujet qui nous tient tous particulièrement à cœur, le parc naturel de la mer de Corail. C'est l'un des plus vastes espaces marins protégés au monde. Cette conférence présente l'ouvrage collectif intitulé « Un océan de savoir, une odyssée scientifique dans le parc naturel de la mer de Corail ». Paru aux presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie, en coédition avec l'IRD, il en retrace l'exploration scientifique. L'université a pour mission essentielle l'enseignement supérieur, la recherche et le rayonnement francophone et international. Sa mission de rayonnement s'entend sous la forme de très nombreux événements publics et gratuits pour diffuser auprès du grand public la culture scientifique et les connaissances créées par la recherche. Concrètement, nous recensons entre 100 et 150 événements de tout type organisés chaque année sur nos campus, ici à Nouville ou à Baco, et parfois hors les murs. Des conférences, bien sûr, des colloques, des projections débats, des expositions, des soutenances publiques, des ateliers et visites, mais aussi des grands événements partenariaux comme ma thèse en 180 secondes, les doctorales, la fête de la science et d'autres encore. Je vous encourage donc toutes et tous à vous abonner à nos réseaux sociaux officiels et à notre lettre d'information afin de recevoir régulièrement les communications sur nos événements. Ils sont, ces événements, sauf rares exceptions, tous gratuits et ouverts au public. Vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux et à la lettre d'information officielle à partir de la page d'accueil de notre site web unc.nc et vous y trouverez les liens nécessaires. Vous l'aurez donc compris, l'ouvrage Un océan de savoir et cette conférence qui lui est consacrée incarne pleinement l'une des missions fondamentales de notre université. Faire rayonner les connaissances créées par la recherche, les partager, les rendre accessibles au plus grand nombre. Car la science ne vit pas seulement dans nos laboratoires, elle se diffuse, elle s'échange, elle inspire. Et c'est exactement ce qui nous réunit ce soir. À travers les pages de cet ouvrage que vous avez ici, les lectrices et lecteurs embarquent pour une véritable odyssée scientifique, au cœur d'un patrimoine naturel d'une richesse exceptionnelle. Cet ouvrage témoigne de l'engagement collectif des chercheurs et chercheuses de l'IRD, de l'université et des établissements du CRESICA, mobilisés autour du parc naturel de la mer de Corail pour mieux comprendre et protéger ce bien commun. Les contributions scientifiques réunies pour la réalisation de ce livre mettent en lumière la diversité des approches disciplinaires, de la biologie marine à la géologie, de la climatologie aux sciences humaines. Ces diverses contributions illustrent également la vitalité de la recherche conduite ici en Nouvelle-Calédonie, que ce soit au sein de notre université, de l'IRD, de nos partenaires du CRESICA et même plus largement de la région Pacifique. Je veux donc remercier chaleureusement les coordinateurs et auteurs de l'ouvrage, et notamment la directrice scientifique, Claude Perry,
les équipes de l'IRD et des presses universitaires pour la qualité du travail éditorial, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué à rendre possible la tenue de cette conférence. Notre engagement commun démontre que la science peut être un formidable vecteur de coopération, de transmission et de conscience environnementale. Enfin, je souhaite que cette soirée soit aussi un moment de rencontre et de dialogue entre la recherche et la société, entre la connaissance et la préservation. Car c'est en partageant les savoirs que nous donnons toute leur portée aux missions de l'université et des organismes de recherche et que nous contribuons collectivement à sensibiliser et à promouvoir un avenir durable pour l'océan. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence, riche d'échanges et de découvertes, et je vous remercie. Merci Peggy, merci à l'université de nous accueillir. Je vais dire un petit mot au nom de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Mon nom est Eric Vidal, je suis chercheur à l'IRD et je suis également directeur de l'IRD en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique Sud-Ouest. Et comme l'a dit la vice-présidente de l'université, cet ouvrage est coédité par les presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie. Et je salue Françoise Quérol, la directrice des Punks, et IRD Éditions. Et cet ouvrage a été coordonné par Claude Perry, qui est directrice de recherche à l'IRD, basée à Nouméa, mais actuellement en déplacement dans l'Hexagone. Alors, c'est toujours un grand plaisir en fait de présenter un livre. Ce livre est plusieurs points quand même que je trouve remarquables. Un premier élément, c'est un ouvrage très collectif, puisqu'il a mobilisé plus de 60 co-auteurs. Ils sont pas tous présents, heureusement, et une vingtaine d'autres personnes sur toute la chaîne, tout le process éditorial. C'est aussi un livre qui est remarquable parce qu'il rend accessible, enfin on espère, vous nous le direz peut-être, au grand public des connaissances parfois assez compliquées. Donc il y a un effort très important de vulgarisation, d'iconographie, de mise en page pour rendre intéressante et accessible au public, en gros une vingtaine d'années de recherche réalisées dans le parc naturel de la mer de Corail. Alors ce genre de conférence est aussi l'occasion de remercier ceux qui ont rendu possible la réalisation de cet ouvrage, et en particulier les bailleurs qui nous ont accompagnés à une période où c'était pas forcément évident de mobiliser des fonds. Alors je vais essayer d'oublier personne, j'ai pas pris de notes. En premier, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au travers du service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche. L'État au travers à la fois du Haut Commissariat via la mission d'action culturelle et au travers de la DAFE, la Direction pour l'agriculture, la forêt et l'environnement, la CPS, la communauté du Pacifique, le CRESICA, l'UMR Entropie, j'espère oublier personne, c'est toujours compliqué, et puis il y a 3 entreprises privées spécialisées dans le domaine de la communication scientifique qui ont sponsorisé également cet ouvrage, EOS Marine et Squall, et ainsi que l'agence de communication Lynx. Donc comment va se passer la soirée? On a un petit... Ah, il a déjà démarré? Non, ça c'est le fond d'écran de Fanny. Fanny, il faudra ton mot de passe. Donc on va vous passer un petit clip de quelques minutes préparé par Estelle Bonnet-Vidal pour présenter l'ouvrage. Et ensuite, 4 co-auteurs de l'ouvrage feront chacun un petit zoom, on va dire sur un chapitre. En premier, Jean-Yves Pouedy du groupe Vision Canac de l'océan et du Sénat coutumier. Ensuite, Christophe Menkès qui est directeur de recherche à l'IRD. En troisième, Fanny Houlbrecht qui est directrice de recherche à l'IRD et clôturera la prise de parole, encore un directeur de recherche à l'IRD, Pierre-Yves Lemeur. Chacun aura une dizaine de minutes, pas plus, et j'essaierai de veiller à ce qu'il déborde pas trop. Je vais dire quand même un petit mot sur l'importance de cet ouvrage. En fait, cet ouvrage donc, concerne, comme cela a été dit, le parc naturel de la mer de Corail. C'est 1,3 million de kilomètres carrés et qui commence 12 000 nautiques après la barrière de récif, après le récif. Donc, ce sont des espaces qui sont peu visités
par le public et peu accessibles au grand public. Ce sont des espaces qui sont parfois lointains. L'archipel des Chesterfield est à plus de 500 km et ce sont des espaces qui sont protégés. Donc on ne peut pas s'y rendre sans autorisation, sans dérogation particulière. Et lorsqu'on est un chercheur, une chercheuse et qu'on travaille sur ces espaces-là, en fait c'est un privilège de travailler sur ces espaces-là, d'avoir accès à ces milieux assez exceptionnels et préservés. Et donc c'est aussi d'une certaine façon un devoir de restitution auprès du public au travers de cet ouvrage que de pouvoir mettre en lumière des beautés qui sont finalement souvent cachées pour le grand public. Je termine avant de lancer le petit clip en disant que nous avons la chance d'avoir en haut de l'amphithéâtre Cathy de Calédo Livre qui pourra vendre des ouvrages si certains d'entre vous souhaitent en acquérir. Cet ouvrage est maintenant disponible en différents points du territoire. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer ce petit clip de présentation et ensuite on donnera la parole aux différents collègues conférenciers.
Merci beaucoup Estelle pour ce clip qui j'espère vous aura donné déjà envie et en tout cas un avant-goût de cet ouvrage. Comme vous le voyez, c'est à la fois une immersion dans des paysages et des milieux assez exceptionnels, aussi une immersion parmi les équipes scientifiques. Aller travailler dans des sites aussi isolés, aussi éloignés, c'est un challenge logistique, ça nécessite pas mal de moyens et c'est aussi une aventure humaine à bord des bateaux et sur ces sites. Donc ce que je vous propose, c'est de passer aux 4 exposés, donc ils vont faire 4 petits zooms sur 4 chapitres de cet ouvrage et je passe tout de suite la parole à Jean-Yves Poëdi du groupe Vision Canac de l'Océan qui va illustrer en particulier le chapitre 1 en lien avec l'océan comme patrimoine culturel du pays. Jean-Yves, tu as la parole. Merci pour le passage et merci bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus ce soir pour partager encore une fois de plus ce travail qui a été rappelé par Eric. Travail conséquent qui a mobilisé pas mal de monde. Donc la première partie, c'est moi qui se charge de la première partie. Donc comme l'a indiqué Eric, je vais prendre la parole pour vous parler du premier chapitre qui s'intitule « L'océan patrimoine culturel du pays Nekouye Oumourou ». Ce chapitre a été coordonné par Catherine Sabino, ethnologue à l'IRD, qui est en ce moment hors du territoire, et par moi-même. Plusieurs personnes ont aussi contribué à l'écriture de ce chapitre, notamment Josine, qui est ici présente, qui a contribué aussi au travail, mais aussi Christophe Sand, Athéna Pidgeot et Antoine Wickel. Alors, pour cette présentation qui résume ce chapitre 1, je représente tout le groupe de travail Vision Canac de l'Océan qui comprend un référent pour chacune des 8 aires coutumières. Et moi, je suis le référent pour l'aire Adieu-Haro. Une partie est dans la salle et celle qui est à côté de moi qui se charge de la communication. Ce projet Vision Canac de l'Océan a commencé il y a 3 ans. Il est porté par le Sénat coutumier et les 8 aires coutumières. Il bénéficie du soutien financier et technique de l'ONG Conservation Internationale qui est portée par elle, qui est en train de prendre les photos là, Josine. Je vous ai mis les objectifs que nous poursuivons dans ce projet. Je ne vais pas tout détailler car sinon je vais dépasser le temps imparti. Mais je vais mettre l'accent sur 2 objectifs qui sont en lien avec ma présence aujourd'hui à la fête de la science. Nous avons à cœur de recueillir les savoirs culturels kanaks en lien avec l'océan, notamment auprès des clans de la mer, et nous avons organisé pour cela de nombreux ateliers en tribu. Nous avons aussi construit depuis plusieurs années des relations de confiance, de dialogue et collaboration avec les scientifiques, notamment de l'IRD, pour construire un chemin partagé entre nos savoirs et les savoirs scientifiques. Nous avons récemment aussi publié une brochure de vulgarisation qui présente les piliers de la vision kanak de l'océan. Elle rassemble plutôt les connaissances que nous avons collectées lors de nos ateliers et constitue un socle commun des connaissances que je vous invite à consulter en scannant le QR code qui est là sur le tableau. On y présente les 4 piliers qui est l'océan sacré, l'océan garde-manger, l'océan qui fait le lien et l'océan qui soigne. Donc voilà les 4 piliers. Nous sommes aussi très fiers d'avoir contribué à 2 chapitres de l'ouvrage qui est ici présent en océan de savoir. Chapitre 1 sur les savoirs culturels et le chapitre 7 sur le processus de protection du parc. Pour comprendre notre relation à l'océan, il est important de s'intéresser à nos langues. Vous savez, il existe 28 langues kanak. En adieu, la mer se dit Neremei, qui veut dire littéralement espace eau salée.
L'océan se dit Nekwie Pumoru, qui veut dire littéralement espace de vagues, à l'origine de toute chose. Pour nous, l'océan, c'est donc avant tout source de vie. Il est à l'origine du monde, à l'origine de la vie. Cela concerne autant la vie que donne la maman quand elle met au monde son nouveau-né, que la vie qui a émergé des océans. Nos mythes et nos légendes racontent la création et la genèse du monde. L'un des plus connus est celui de Te Akanake. Si vous avez pu le lire, ce Te Akanake, là, ben voilà un des éléments. Oui. Pour nous, l'océan est aussi le monde où habitent les esprits. Les grands fonds marins et monts sous-marins sont des lieux de tranquillité, de repos, des âmes. C'est pour cela que nous avons soutenu un moratoire longue durée sur l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins. Voici une carte que nous avons réalisée à partir des travaux d'Emmanuel Chibao, que nous avons complétée. Quand l'esprit du défunt se détache du corps, il parcourt un chemin dans les montagnes et les vallées. Ce sont les flèches violettes qui sont sur le tableau. Et puis se jette dans l'océan, ce sont les flèches bleues. Vous avez sur cette carte plusieurs points d'entrée sacrés indiqués comme Pouyare, le bonhomme à Bouraï, Woro, la piscine naturelle de l'île des Pins, l'estuaire de la Wayem à Yengen, un lieu sacré ou tabou signifie qu'il y a présence des esprits des morts. Les gens de l'endroit y pratiquent bien sûr des rituels sacrés et y appliquent des interdictions spécifiques. Dans mon pays, à Wailou, le lieu d'entrée au pays des morts s'appelle Kakoyoy Pamé, l'endroit où saute l'esprit des défunts. Quand survient un décès, Kaikana, celui qui transmet le message, avertit le tonnerre Ruanu, gardien de la grande passe Moirenou, et l'esprit du défunt rejoint ce gardien. On constate par exemple que les routes migratoires de certains animaux marins, comme les requins, les baleines et les tortues, suivent le chemin des âmes des ancêtres, ou bien ils se concentrent fortement au niveau d'espaces sacrés comme les passes récifales, les embouchures, les fleuves ou les monts sous-marins. Dans notre culture, nous ne concevons pas l'océan comme un espace distinct. Nos ancêtres sont requins, tricoréiers, baleines, poulpes, lézards, oiseaux, mais aussi rochers, vent, tonnerre. Nous sommes eux. Ils font partie intégrante de notre quotidien. Nous les appelons espèces ancêtres. Vous comprenez bien que par cette approche, dégrader la nature, porter atteinte à ces totems, c'est nous porter atteinte. L'organisation sociale dans nos tribus, rappelée au moment des événements coutumiers, est étroitement liée au rythme des saisons. L'arrivée des baleines annonce qu'il est temps de préparer les champs. Le vent chaud, Kuruo, qui souffle vers les terres accompagne la croissance de la liane sur le tuteur. La liane de l'igname, bien entendu. La floraison de certains arbres annonce l'arrivée de certains bancs de poissons. Notre vision holistique ou tout autre, tous les éléments qui sont étroitement liés à l'interdépendance nous permettent de préserver l'équilibre entre la terre et la mer, préserver l'équilibre des ressources. Des noms de famille ou prénoms peuvent être ceux des espèces ancêtres. Sur la côte est, dans ma région, il n'est pas rare de croiser des noms ou prénoms. Requin, qu'on appelle Tchoué, tortue, Poué, poisson chirurgien à raie noire, qu'on appelle le merla. Avec humour aussi, on fait des analogies entre les comportements humains et celui des animaux marins. Si quelqu'un est trop agité, on le traite de carangue. Si quelqu'un mange en cachette, on dit qu'il mange comme le poulpe. Il y a comme un miroir entre ce que nous observons tous les jours, finement dans la nature, et le rôle de chacun que nous jouons
que l'on joue au sein des clans. Faire partie d'un clan de la mer comme moi, c'est non seulement prélever des ressources pour se nourrir et assurer son travail au sein du clan de la tribu, mais aussi observer tous les jours l'océan, être guidé par ce qu'il nous dit et avoir une responsabilité, être le gardien d'un équilibre. Les moments de pêche, de navigation, de danse ou encore de soins avec les plantes médicinales sont des moments de transmission aux jeunes générations. On apprend à lire le ciel, à reconnaître une plante, à associer l'arrivée de tel oiseau à un autre événement. Ainsi, nous avons une science ancestrale du milieu marin dans lequel nous vivons et nous sommes très attentifs aux évolutions que nous observons avec le changement climatique ou la pollution. Aujourd'hui, nous constatons que notre jeunesse cherche à se réapproprier sa culture. Il y a par exemple, je pense qu'il est pas là, Haile Tikoué qui de l'île des Pins est référent de l'ère d'Oubiacapomi qui revient tout juste d'un long voyage en pirogue traditionnelle avec plusieurs autres peuples du Pacifique. Ils ont relié les îles Fidji à Salomon et au Vanuatu lors de l'ouverture du Forum des îles du Pacifique dernièrement. Nous constatons aussi que l'ensemble de la société souhaite développer des rapports plus durables avec la nature. Notre civilisation a survécu 3000 ans sur cette île parce que nous avons une connaissance fine de notre environnement et que nous le traitons avec respect et humilité. Il est temps que notre paradigme soit davantage entendu. Merci. Merci beaucoup, Jean-Yves. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne les 4 présentations et ensuite on gardera un temps pour les échanges. Donc, j'appelle mon collègue Christophe Menkès, océanographe et climatologue, qui va nous parler de l'océan turbulent et vivant. Christophe, la parole est à toi. Merci Eric, merci d'être là, d'être venu. Donc moi je suis le porte-parole d'un chapitre qui a été dirigé par ma collègue Sophie Cravatte et qu'on a intitulé Un océan turbulent et vivant. Et vous allez comprendre pourquoi on l'a appelé turbulent. Donc là ce que vous voyez c'est une image vue par satellite des efflorescences d'algues, des micro-algues, le phytoplancton. Et donc on voit ces espèces de lanières ici et un peu partout dans l'océan et ça on le voit sur toute la surface de la planète. Alors, je vais commencer par vous décrire mais très brièvement ce que sont les grands courants marins dans le parc. Et plus généralement dans le Pacifique Sud-Ouest. Donc la carte que vous voyez vous représente de manière très schématique les courants marins qui vont d'est en ouest en bleu et des courants marins en rouge qui sont des courants de retour qui alimentent la Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez la Nouvelle-Calédonie. Et ce qu'on cherche à vous montrer sur cette carte, c'est que les courants marins en moyenne sont divers et qui sont séparés, ils se divisent progressivement en allant du Pacifique Est vers le Pacifique Ouest. Ils sont déflectés, ils sont séparés par les différentes îles. Et une chose qu'on doit remarquer sur cette carte, c'est que les îles sont donc connectées par ces grands courants qui vont d'est en ouest. Et c'est la même chose quand les courants arrivent sur la côte australienne, ils se rétroflectent et repartent vers l'est en se divisant, en alimentant la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est une vision très générale des grands courants. Ces courants occupent, pour les courants bleus, environ 1000 mètres de profondeur et pour les courants rouges, environ 200 mètres de profondeur. Donc ils n'ont pas la même profondeur, ils varient selon les endroits où on les regarde. Si on fait un zoom en Nouvelle-Calédonie, c'est le petit encart qui vient d'apparaître. En fait, on a des courants beaucoup plus divers encore en Nouvelle-Calédonie. Et on a typiquement le long de la côte est un courant qu'on appelle le courant de Vauban. Vous voyez ici, en bleu. Et le long de la côte ouest, un courant qu'on a appelé le courant de l'Alice, en référence aux nombreuses campagnes océanographiques qui ont été faites sur le navire Alice. Donc voilà, on s'est permis de l'appeler Alice.
dans ce cas-là. Et une particularité qui différencie l'Est et de l'Ouest, c'est que sur la côte Est, on a ce qu'on appelle des zones de remontée d'eau froide, des profondeurs, hein, qui peuvent remonter jusqu'à 1000 mètres vers la surface, alors que sur la côte Est, on a plutôt des descentes d'eau de surface, et donc la côte Est est plus chaude en moyenne que la côte Ouest en termes de température. Là, je vous ai juste mis une petite carte qui vous représente les flèches, vous représente le sens des vents de surface. Donc, ce sont les alizés, hein, qui vont du sud-est vers le nord-ouest. Et juste pour vous dire que les alizés, vous les voyez, ils sont dans ce sens-là, alors que si vous regardez les courants, notamment ce courant-là, et le courant de vos vents, ils sont dans l'autre sens. Donc ça, c'est assez contre-intuitif. On pense plutôt généralement que quand les alizés sont quand les vents sont dans un sens, les courants vont dans le même sens. Alors, c'est pas vrai à cette échelle-là. Il n'y a pas de relation directe entre le sens des vents et le sens des courants. Ça, je vais sauter. La vision que je vous ai présentée tout à l'heure, c'était une vision très, très moyenne. Donc, vous voyez, les courants étaient des grands courants qui allaient d'est en est et d'ouest en est. Et en fait, quand on regarde dans le détail, ces courants sont turbulents. C'est-à-dire que si on regarde dans le détail les courants, on voit plutôt ça. On voit des ensembles de filaments, de tourbillons qui agitent constamment l'océan à toutes les échelles. Donc vous allez voir passer et ça va repasser dans l'autre sens. Et ces tourbillons, la quantité de tourbillons et de filaments dépend de la saison et dépend de l'instant où on les regarde. Donc vous voyez que l'océan n'est pas du tout un espace calme, mais on le sait, hein, quand on va sur l'océan, on voit bien que c'est pas du tout calme, et que la notion de grand courant moyen, c'est une notion un peu fictive, que dans les faits, c'est constamment en train de bouger. Sur la carte de droite, vous avez les couleurs vous représentent les températures le long de la Nouvelle-Calédonie à un instant donné. Donc, vous voyez ce que je vous avais dit, les couleurs chaudes, ce sont les températures les plus chaudes, les couleurs froides, enfin les couleurs bleues, sont les températures les plus froides. Donc, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie, ici, vous avez cette zone plutôt froide qui correspond à des remontées d'eau froide venant des profondeurs vers la surface, et qu'on appelle en anglais upwelling. Alors ces courants, ils ont une interaction forte avec le développement de la vie dans l'océan. Ici, je vous ai mis de manière très schématique ce qu'on appelle la pyramide trophique, hein, la manière dont les organismes marins s'organisent dans l'océan. Alors, j'ai mis ici, c'est la base trophique, on appelle ça le phytoplancton. À la base de la chaîne trophique, donc à la base de ce phytoplancton, en fait, on a des facteurs qui permettent à le phytoplancton, ce sont les microalgues, des facteurs qui permettent à ces microalgues de croître et d'être déplacées. Donc, il est très important de connaître la température, l'oxygène dans l'océan, la quantité de nutriments, hein, les engrais typiquement qu'on met sur la Terre, hein, donc l'azote, le phosphore, le fer, etc. Également les courants qui les déplacent. Les deux compartiments qui sont les microalgues ici et juste au-dessus, ce qu'on appelle le zooplancton, représentent environ 80% de la biomasse dans l'océan. C'est-à-dire que si vous prenez un morceau d'océan et que vous le pesez, 80% de la masse vient de ces deux compartiments. Celui-là, c'est un compartiment qui fait environ dont la taille est d'environ le micromètre. Le compartiment d'au-dessus, qui est le zooplancton, qui sont des animaux, c'est environ le millimètre. Ah oui, alors, non, je vais dans le mauvais sens. Le compartiment d'au-dessus s'appelle le micronecton. Ce sont des organismes qui font environ 10 cm. Il est très divers, ce compartiment. Il comporte des gélatineux, des poissons, des crustacés, et ainsi de suite jusqu'en haut de la chaîne trophique. Ces deux premiers compartiments sont passifs dans l'océan. C'est-à-dire qu'ils sont bougés par les courants, au gré des courants. À fur et à mesure qu'on monte vers le haut, les animaux sont de moins en moins passifs, hein, on le sait, hein, les poissons nagent, hein, et puis ils vont indépendamment des courants dans différentes directions. La caractéristique des compartiments du haut, c'est qu'ils effectuent des migrations verticales dans l'océan sur plus de 1000 mètres. Typiquement, le micronecton,
On le trouve en surface de nuit et on le trouve à 1000 mètres de profondeur de jour. Donc tous les jours, ils effectuent des migrations énormes de 1000 mètres jusqu'à la surface. Et ça transporte un certain nombre de choses, dont le carbone, qui est une préoccupation pour le changement climatique. Alors voici une observation. Alors maintenant, je vais passer à quelques observations de ces compartiments. Voici une observation des microalgues, donc du phytoplancton. C'est une image satellite lors d'un événement. Vous voyez donc une efflorescence. Et on était en bateau lors d'une campagne océanographique au Point Rouge, ici. Et donc sur ce bateau que vous voyez ici, qui s'appelle l'Alice, donc d'où le courant de l'Alice, on était en train de naviguer au-dessus de stries de ces microalgues dans l'océan, qui sont organisées de manière particulière, et en fait qui sont organisées le long de cellules de courant. Ils s'alignent le long de cellules de courant. Et si vous allez sur le lagon, vous en avez probablement vu ces efflorescences. Ça ressemble, c'est marron, et puis c'est rassemblé en radeau assez compact. Pour savoir ce que c'est, bon maintenant on sait ce que c'est, mais globalement pour savoir ce que c'est sur un bateau comme ça, on effectue des prélèvements à l'aide de cet instrument qu'on appelle la rosette. On a des bouteilles, on descend l'instrument jusqu'à 1000 mètres si on veut, on peut le descendre jusqu'au fond de l'océan si on veut. On prélève de l'eau dans les bouteilles, on remonte les bouteilles, puis on a quelqu'un ici, Martine Rodier, une de nos collègues favorites, qui fait des campagnes depuis 50 ans, qui filtre l'eau, qui analyse le résultat de ces filtrations et qui en déduit les espèces de microalgues. Et ici, ces microalgues, ça s'appelle le trichodesmium. Elles sont très particulières. Vous envoyez ici un certain nombre d'images, notamment sur la droite, là, vous avez une image de trichodesmium en épifluorescence. Et la particularité de ces algues-là, c'est qu'au lieu de prendre leur nourriture dans l'océan, elles prennent un de leurs nutriments dans l'atmosphère. Elles pompent de l'azote directement de l'atmosphère au lieu de le chercher dans l'océan. Donc ces campagnes, on en a fait un certain nombre, j'en ai fait moi-même un certain nombre. Et en fait, comme le disait Eric, c'est des observations répétées depuis de longues années, ici en Nouvelle-Calédonie. Ici, sur la carte, vous avez tout le trajet des campagnes sur les 30 dernières années qui ont été faites avec différents bateaux. Le bateau sur la gauche était un des bateaux de l'IRD il y a bien longtemps, qui était stationné en Nouvelle-Calédonie, qui a été remisé depuis. Le bateau que vous avez au milieu s'appelle l'Antea, qui est le bateau actuellement stationné en Nouvelle-Calédonie quand il n'est pas en panne, et sur lequel on souffre beaucoup, parce que c'est un catamaran et il a la particularité de bouger, mais dont on ne comprend pas très bien comment il bouge, et quand on est dessus, on va à droite, on va à gauche, donc ça rend les choses un peu compliquées. Mais c'est le bateau qu'on a, donc on fait avec. Et on a également, donc ça c'est quand on est sur les campagnes, on a également des instruments développés au cours des dernières années qui observent l'océan pour nous, sans qu'on ait besoin d'y aller. C'est un peu dommage parce qu'on aime bien aller sur l'océan quand même, mais bon, voilà. Donc vous avez ici un petit engin sous-marin qu'on appelle le ROV, qu'on peut amener jusqu'au fond de l'océan et qui comporte tout un tas de capteurs, donc des caméras, qui peut prendre de l'eau, et donc ça on le dirige de manière, à partir du bateau, de manière automatique. Vous avez ici la bouée qui s'appelle la bouée Hope, qui est stationnée à environ 4000 de Boulari, donc qui n'est pas dans le parc naturel qui fait partie de la zone de la province sud, mais peu importe, c'est dans l'océan. Et vous voyez, cette bouée, elle est assez énorme, on peut y rentrer, on a mis tout un tas de capteurs, elle est autonome, son énergie vient du soleil, et on mesure tout un tas de choses en continu, elle nous transmet les informations, donc on peut surveiller l'océan. Et sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle un planeur sous-marin. Alors là, il est en surface. Il fait à peu près la taille, la moitié de cette table. Il a la particularité, en fait, de plonger et de remonter de manière mécanique, simplement en bougeant un poids à l'intérieur du planeur sous-marin. Et véritablement, il suit les courants dans l'océan. Il remonte et il redescend. On peut le faire aller jusqu'à 1000 mètres, jusqu'à 2000 mètres. Et on prélève. On a des enregistrements lors de sa descente, lors de sa montée. Ça s'appelle un glider en anglais.
Et avec ça, donc, on mesure tout un tas de choses. Et ici, vous avez, par exemple, un exemple d'espèces de zooplancton. Donc, ces organismes qui sont environ 1 millimètre. Alors, toute une gamme de tailles, mais environ 1 millimètre. Voilà, c'est juste pour montrer la diversité qu'on prélève à l'aide d'un filet ici, lors d'une campagne. Et vous avez au-dessus, donc je vous ai présenté la chaîne trophique, d'autres organismes, donc plus gros, qu'on appelle le micronecton. Alors le micronecton, on peut les prélever avec un filet, mais on peut également les regarder par acoustique. Donc on a des engins acoustiques, donc c'est non destructif. C'est quand même le moyen d'observer qu'on privilégie, parce que là on prélève rien du tout, on émet des ondes et elles sont réfléchies. On analyse ces ondes. Et les zigzags que vous voyez en couleur vous représentent ce que je vous disais, les migrations de la surface jusqu'à 1000 mètres de ces espèces. Donc vous voyez, quand c'est plus vert en surface, c'est la nuit, les espèces sont remontées. Et quand c'est plus vert en profondeur, vers 1000 mètres, c'est le jour, les espèces sont descendues. On pense que ces espèces migrent pour échapper à leurs prédateurs qui chassent à l'œil. Donc de jour, elles migrent en profondeur pour échapper aux prédateurs. Malheureusement, les prédateurs se sont adaptés, donc ils vont aussi migrer en profondeur. C'est un peu le drame de l'adaptation. Et donc ces espèces, vous en voyez un certain nombre ici, c'est très divers, il y a tout un tas de bestioles, et quand on y va, à chaque fois, quand on regarde ces espèces, il y a toujours de nouvelles espèces, des choses qu'on n'avait jamais vues, donc il y a énormément de choses qu'on connaît encore peu dans l'océan. Et donc c'est peut-être pas forcément un océan de savoir qu'on aurait dû l'appeler, mais un océan de non-savoir, je sais pas, ou de découverte. Et voilà, pour finir, mais ça marche pas heureusement parce que c'était long. Si, juste une petite vidéo pour vous mettre pour vous montrer ce qui se passe sur une campagne à la mer. Donc on est donc sur ce bateau, l'Alice. Bon, alors là, rien de spécial, je vous laisse regarder, ça bouge, c'est normal. Donc généralement, les gens ont le mal de mer pendant 2-3 jours, c'est fréquent, même quand il y va fréquemment. Il y a certaines personnes qui ont le mal de mer pendant toutes les campagnes, ça dure environ 15 jours à 3 semaines. Donc on est ensemble pendant 15 jours à 3 semaines. Ici, vous avez le déploiement du chalut à micronecton, ces espèces qui font des migrations sur plus de 1000 mètres dans l'océan. Voilà, je vais peut-être passer. Je voulais juste vous montrer un peu les instruments qui sont déployés. Voilà, on récupère là le chalut et en fait, on récupère souvent très peu de choses. Donc on a quelques échantillons, c'est le but. On n'est pas en train de vider la mer. Donc ces poissons que vous avez à trop tard, c'était des poissons hachette. Les poissons argentés, c'était des petits poissons hachette. Voilà. Je suis pas trop long là, Eric. C'est à cause de la vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas comment on fait. Ouais. Le commandant, vous voyez ce mouvement-là? On finit par s'habituer, comme tout sur le bateau, comme tout le monde sur un bateau. Tout le monde a ce mouvement-là. C'est assez marrant parce que tout le monde s'est phasé. Donc ça fait que on s'aperçoit pas que les gens bougent. Tout le monde bouge en même temps. Ici, vous avez la rosette avec laquelle on prélève l'eau. Donc on la descend dans l'océan. On a ces bouteilles, on prélève l'eau et toujours notre Martine Rodier. Voilà. Désolé pour ça. Voilà. Et alors, c'est organisé souvent de la manière suivante, c'est qu'on fait des quarts. Donc, les gens travaillent, on a une équipe qui travaille de jour, une équipe qui travaille de nuit, et puis on alterne ça, et on fait donc ces quarts. Ici, vous aviez le mécano. Voilà, bon, ça, désolé. On a le droit de se reposer aussi, Ouais, c'est pas la meilleure partie, je suis désolé. C'est pas vraiment ça donne une fausse image. Voilà, là c'était sur la liste, donc c'est un tout petit laboratoire. Donc vous voyez, ça, on reste 3 semaines, on en a un peu marre à la fin, en fait, dans ce petit espace confiné. Et ça c'est bien, parce que sur cette scène, on est content parce qu'on avait tous un casque, maintenant c'est obligatoire, mais bon, on a essayé d'être conforme aux règles de sécurité. Voilà, bon ça, je vais passer, je sais pas si encore... Donc le chalut, toujours le chalut, on le déploie. Quand on échantillonne à 1000 mètres, ça met environ 3 heures. Le temps de déployer le chalut, de le traîner, de le remonter, on a environ 3 heures d'opération pour cette opération particulière. Et voilà,
Bon, différentes activités, dont celle-là, la musique. Et puis, voilà. Ah oui, juste là, ça pour pêcher du zooplancton, on a cet instrument-là qu'on est obligé d'armer et qui va fermer des filets successivement. Voilà. Je pense que j'ai fini. Merci. Merci Christophe. Bon, bien sûr, tu n'as pas respecté le temps, mais c'est pas grave. Tu nous as permis de nous immerger dans la vie d'une équipe scientifique à bord de l'Alice. L'Alice, c'est un navire qui a beaucoup navigué pour l'IRD. Il est encore à quai, mais il est désarmé et il est en train d'être dépollué avant d'être déconstruit. Donc, il est légèrement à droite du quai des scientifiques pour encore quelques semaines. Et puis ensuite, il disparaîtra du paysage calédonien alors qu'il a réalisé des dizaines et des dizaines de campagnes. Je passe la parole à ma collègue Fanny Houlbrecht, qui est directrice de recherche à l'IRD, qui est biologiste marine et spécialisée sur les récifs coralliens, et qui donc va vous parler des récifs coralliens. Je disais que c'était assez difficile de passer après Christophe, mais je vais faire de mon mieux. Moi, j'ai eu la chance, le plaisir de coordonner avec Claude Perry le chapitre sur les récifs coralliens du parc. Alors, c'est un chapitre qui est assez conséquent. Il y a 17 auteurs qui ont participé à la rédaction de ce chapitre. C'est un chapitre qui met en évidence que ces écosystèmes qui sont souvent comparés aux forêts tropicales en raison de la grande richesse d'espèces qu'ils renferment sont vraiment cruciaux pour la biodiversité marine. Et ce texte, il aussi met en lumière en fait les défis auxquels doivent faire face ces récifs et notamment la crise climatique actuelle. Et ce qui souligne également, c'est vraiment l'importance de la recherche pour mieux connaître et mieux protéger ces écosystèmes si précieux. Alors moi, j'ai choisi ce soir de vous parler plus spécifiquement des particularités des coraux dans le parc. Et je voulais plus particulièrement revenir à en fait ce qui me fascinait quand j'ai commencé à travailler sur les coraux et ce qui me fascine encore et toutes les questions, enfin quelques-unes des questions qui sont encore d'actualité sur les coraux. Une des choses qui me fascine et qui continue de me fasciner sur les coraux, c'est que ce simple petit individu, ça c'est un seul individu, une bouche entourée de tentacules, et juste, avec de la lumière et du CO2, ça va faire de la photosynthèse et ça va être capable de sécréter le carbonate de calcium dans lequel ce polype va vivre. Et il va être vraiment capable de se multiplier à l'infini pour former des colonies comme vous voyez ici, qui sont formées de milliers, voire de millions de ces petits polypes. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que ces organismes sont vraiment ingénieux. Ils mettent au point tout un tas de stratagèmes, de la production de mucus, des petits harpons, pour aussi capter dans le milieu leur proie. Ça peut être du plancton, ça peut être de la matière organique. Et ce qui est assez bluffant, c'est que jusqu'à présent, on pensait que c'était des organismes suspensivores passifs, c'est-à-dire qui chopaient un peu n'importe quoi dans la colonne d'eau. Et bien en fait, on se rend de plus en plus compte qu'ils sélectionnent vraiment des types de proies bien particuliers. Et en fait, on comprend encore pas du tout actuellement pourquoi et comment ils font ça. Donc sur cette mosaïque en fait de tissus coralliens, ce qu'on voit bien, c'est la variété de formes que peuvent prendre ces différents polypes, et c'est vraiment un critère en fait d'identification des différentes espèces. Et là encore, en fait, la façon dont les coraux produisent ce motif, le répètent à l'infini de façon quasi parfaite, c'est encore des questions. Tous les processus de biominéralisation des coraux, il y a encore plein de choses qu'on connaît pas du tout. Et ce qui est incroyable, c'est que ces milliards de polypes qui font d'une taille de 0,5 à 1 mm, en fait, ils vont être capables de produire, de construire des récifs qui font plus de 1000 km de long. C'est assez bluffant.
Et ils sont capables de faire ça sur plus de 150 mètres de fond. Alors on parle souvent des coraux qui sont vraiment à la surface. En Calédonie, on sait extrêmement peu de choses sur les coraux qui sont mésophotiques, entre 60 et 150 mètres de fond. Et surtout, on comprend encore pas vraiment comment des coraux qui sont normalement faits pour survivre en plein soleil et à utiliser le soleil au maximum, ils sont capables de descendre, de survivre aussi profond. Comment leurs algues symbiotiques qu'ils ont à l'intérieur vont s'adapter à ce peu de lumière et comment elles vont mettre en place des mécanismes pour vraiment tirer profit du très peu de lumière qu'elles peuvent recevoir. Et ce qui est encore plus incroyable, ces récifs, en fait, c'est la seule formation bioconstruite qu'on voit depuis l'espace. Ici, c'est une image faite par l'ESA. Alors, j'ai pas trouvé l'image correspondante à la Nouvelle-Calédonie, mais je pense qu'on peut également très bien la voir. Voilà, là, c'est la côte est du Queensland. Et on voit très très bien cette barrière corallienne. C'est vraiment le seul édifice vivant qu'on peut voir depuis l'espace. En ce qui concerne les récifs du parc, ces récifs ils représentent 1630 km² et ils forment 12 300 km² de lagons. C'est assez incroyable. Et sur la planète, on sait qu'il y a seulement 1,5% des récifs coralliens qui sont considérés comme fonctionnellement intacts, c'est-à-dire qu'ils sont situés à plus de 20 heures de trajet des populations humaines. Et ce qu'on met très peu en avant, je trouve, c'est que la Nouvelle-Calédonie, elle possède un tiers de tous ces récifs. Alors justement, ces récifs, ils permettent une abondance et une biomasse parmi les plus élevées au monde de poissons. Et la biomasse de poissons est vraiment, dans le parc, beaucoup plus élevée que toutes les biomasses qu'on peut trouver autour de la Grande Terre. En ce qui concerne les coraux, on a recensé jusqu'à présent 380 espèces de coraux dans le parc, mais c'est quelque chose qui fluctue. On en découvre à chaque fois en fait qu'on part qu'on découvre de nouveaux sites dans ces zones. Et ce qui est assez intéressant, c'est que certaines espèces, par exemple l'espèce massive Dipsastrea, on la trouve en quantité importante sur les pentes externes, par exemple d'Entrecasteaux, mais c'est une espèce qu'on trouve pas du tout sur la Grande Terre et pas du tout au Chesterfield. Et d'autres espèces comme par exemple les Leptoceris qui sont des espèces qui sont adaptées à recevoir peu de lumière. En fait, elles sont beaucoup plus nombreuses et diversifiées au Chesterfield. Pourquoi plus au Chesterfield? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de surplomb marin et de grottes qui vont en fait atténuer la lumière directe. Et donc, ça va vraiment être un habitat parfait pour ces espèces-là. Alors malheureusement, ces récifs, ils sont pas épargnés par le changement climatique. Quand il y a eu le gros événement de blanchissement en Nouvelle-Calédonie en 2016, on a monté une mission à Entrecasteaux pour voir comment avaient réagi ces récifs. On s'attendait à ce qu'ils soient préservés, parce que la géomorphologie des récifs est différente, parce que les conditions environnementales sont différentes. Et malheureusement, en fait, sur les 13 sites qu'on a suivis lors de cette mission, on a observé du blanchissement sur chacun de ces sites. Et là, quand on y est retourné récemment, notamment à Entrecasteaux, sur certains sites, on voit vraiment qu'il y a eu une perte de diversité. Alors depuis 2014, on a eu une cinquantaine de campagnes scientifiques qui ont eu lieu dans le parc, comme Christophe l'a déjà mentionné. Parmi toutes ces missions, il y a les missions Blanco et les missions Tic Tac qui se sont plus particulièrement focalisées sur ces récifs coralliens, et notamment les missions Tic Tac qui ont démarré depuis 2023, justement pour faire suite à ce constat que les récifs sur ces zones semblaient plus sensibles
au blanchissement. Donc la mission Tic Tac a été montée et l'originalité de ces missions, c'est qu'en fait elles associent à la fois des océanographes, physiciens pour étudier les canicules marines et modéliser ces canicules marines pour le futur, et en même temps une équipe de biologistes marins qui va vraiment se focaliser sur l'état de santé de ces récifs. Du coup, j'avais un petit film qui résume. Donc, lors de ces missions... Je te fais plus toucher, là. Pendant ces missions, je vais juste... Elles ont lieu à bord de l'Amborella qui est mis à disposition par le gouvernement 2 fois par an, une fois pour aller à Entrecasteaux et une fois pour aller à Chesterfield. Et donc ça se répète tous les ans pour vraiment suivre l'évolution de ces récifs. I can eat, I'm so hungry for loving you. I'll talk all night if that's what you're into. I can sleep, I'm so hungry for loving you. So come online. Make me weak, I'm so hungry for kissing you. You little cyber freak, I know what you're into. Make me sick cause I'm hopelessly missing you. So come online. I can take it, it's sweeter than ice cream. Your little secret place, I'm looping my daydreams. I can fake it, it's sweeter when you scream. So come online. Think you're giving me chronic insomnia. I dream in 20-second clips like it's mania. Think I'm addicted to endlessly missing you. So come online. Take me deeper and deeper in your internet. 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 Et du coup, alors ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est que pendant ces missions, donc on place un certain nombre de nouveaux capteurs dans différentes zones stratégiques, que ce soit entre Casteaux et à Chesterfield. Donc elles vont enregistrer en continu les variations de température. Ça, c'est plutôt pour les physiciens, pour leur modélisation. Et les biologistes, ce qu'ils font, c'est mettre des transects, ce qu'on appelle des transects permanents sur le récif, donc des décamètres qu'on pose dans des zones bien précises du récif. Et on va, sur ces zones bien précises, regarder toute la diversité des espèces et prendre des échantillons de coraux pour mesurer ensuite sur le bateau leur efficacité de photosynthèse, donc la façon dont leurs microalgues fonctionnent. Et on va aussi prendre des petits morceaux pour regarder le type de microalgues que chacune de ces espèces contient, parce que ces microalgues, elles sont plus ou moins résistantes au stress thermique, et les coraux sont capables en fait de changer la composition de ces microalgues, et on sait qu'il y en a qui sont particulièrement résistantes au stress. Voilà, ça nous occupe pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fanny pour cette partie sur les récifs coralliens et qui permet de rappeler
que la Nouvelle-Calédonie, c'est la deuxième plus grande barrière de corail de la planète. Elle est moins connue que celle d'Australie. Et malgré quelques épisodes de blanchissement, elle se porte quand même bien mieux. Elle est en meilleur état. Et elle gagnerait à être mieux connue du public. C'est aussi un des objectifs de ce chapitre dans l'ouvrage. Pour terminer, je passe la parole à Pierre-Yves Lemeur, également un chercheur de l'IRD, qui lui est anthropologue et qui va notamment parler du dernier chapitre du livre, qui concerne en particulier la gestion et la protection de cet espace exceptionnel que constitue le parc naturel de la mer de Corail. Merci, ça marche, merveilleux. Donc merci d'être là déjà. Et merci Eric de m'avoir passé la parole. Merci aussi à mes petits camarades d'avoir passé des films et présenté des choses vachement intéressantes. Donc j'ai pas de film, je suis désolé. Mais en tout cas, je vais vous parler du chapitre 7 qui parle de protection, plus largement qui parle de gouvernance en fait. C'est un chapitre qui a été coordonné par Géraldine Giraudot, qui est juriste de l'Université Paris-Saclay, mais qui est actuellement en Nouvelle-Zélande, donc pas très loin de chez nous. Et Catherine Sabino, qui est anthropologue à l'IRD ici. Il va y avoir une petite définition, c'est la seule, je vous promets, mais c'est juste la notion de gouvernance, parce que c'est un terme qu'on emploie en permanence sans savoir très bien ce que ça veut dire. C'est souvent employé sur un mode un peu normatif, bonne gouvernance, mauvaise gouvernance. Donc la gouvernance, c'est ça, du point de vue des sciences sociales. C'est des dispositifs, des régulations, des règles du jeu en quelque sorte, qui émergent de manière plus ou moins stable, plus ou moins formalisée, des interactions entre différents acteurs et différentes institutions. En gros, c'est ça la gouvernance. La gouvernance, c'est un processus. Et donc, ça pose un certain nombre de questions. Qui sont les acteurs impliqués? Qui sont les institutions? Quel type d'interaction? Est-ce qu'il s'agit de négociation? Est-ce qu'il s'agit de conflits? Est-ce qu'il s'agit de stratégie d'évitement? Est-ce qu'il s'agit de produire du droit? Donc, il y a plein de façons d'interagir. Et par ailleurs, j'y reviendrai, il y a une question de périmètre. La gouvernance, elle se déploie dans l'espace, d'une part, et dans le temps. En l'occurrence, pour le parc de la mer de Corail, cette gouvernance, elle est incarnée par un comité de gestion qui regroupe différents collèges. Donc, il a fallu se poser la question de savoir qui on mettait dans ces collèges, par exemple. Après, cette gouvernance, elle est marquée par une direction. La direction, c'est en gros l'État et le gouvernement de la Calédonie. Ça, c'est des choses qui peuvent bouger. Il y a une demande du Sénat coutumier d'être intégré à cette direction. Donc, voilà, la gouvernance, c'est le résultat d'un processus, c'est le résultat d'interaction. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Et par ailleurs, il y a l'idée de protection, c'est-à-dire qu'on présente le parc de la mer de Corail comme une aire marine protégée, ce qu'elle est, effectivement, mais il y a plusieurs catégorisations. Je ne sais pas si c'est très lisible là, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. De toute façon, c'est l'IUCN qui a mis en place un certain nombre une typologie en fait des degrés de protection en fait des environnements, du plus protégé, donc la réserve intégrale, jusqu'au entre guillemets moins protégé, à savoir des aires marines gérées. L'aire marine gérée de Polynésie française, qui est du même ordre que celle de la Polynésie, elle est qualifiée d'aire marine gérée. On pourrait appeler le parc de la mer de Corail aussi une aire marine gérée. Mais à l'intérieur de cet espace, il y a des degrés de protection plus ou moins importants. Donc évidemment, si on parle protection, conservation de l'environnement, on pense directement au fait qu'il va falloir se poser la question de savoir quelle est la biodiversité, quelle est la rareté des espèces, à quel point elles sont en danger, etc. Donc, évidemment, la discipline qui va être convoquée pour réfléchir à cette protection, c'est la biologie, pour réfléchir, par exemple, à la mise en place de réserves marines intégrales, no-take. Donc, elle va se pencher sur les questions de biodiversité benthique, profonde, pélagique, etc. Le problème, évidemment, c'est que les connaissances, ça a été dit déjà par mes collègues, les connaissances sont très faibles, en fait, et en particulier dans les zones les plus profondes. Donc, ça pose une première difficulté, en fait, en termes de gouvernance, c'est faire des choix dans un contexte d'incertitude très forte sur il y a quoi au fond. Et ce qui vient un petit peu compliquer les choses, parce que sinon ce serait déjà un peu compliqué mais trop simple, c'est qu'en fait on s'aperçoit quand on regarde, là c'est une carte c'est la planification spatiale marine au niveau du parc de la mer de Corail. Donc il y a toute une série de zones qui ont été définies par exemple comme zone de réserve intégrale. On s'aperçoit que finalement, si on réfléchit à la manière dont ces découpages sont faits, ils n'obéissent pas simplement à des questions d'environnement au sens strict du terme ou de biodiversité. Donc déjà, ce premier critère, il est
modéré en quelque sorte ou tempéré par le fait que les connaissances sont relativement faibles ou très variables en fait en fonction des écosystèmes. Même si on se base là-dessus, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en réserve intégrale. Plutôt des zones qui n'ont pas du tout été touchées, donc les plus pristines, comme on dit, ce qui ne veut rien dire, mais en tout cas qui sont moins dégradées, ou alors des zones qui sont déjà dégradées et qu'il s'agirait quand même d'essayer de sauver. Donc déjà, ça pose une question qui n'est pas une question de biologie, une question de politique en fait. Mais ensuite, on s'aperçoit que pour faire ces découpages, on prend en compte aussi les intérêts et les points de vue et les rapports de force avec différents acteurs. Donc les acteurs, et les enjeux, c'est la pêche, c'est le transport, c'est les câbles sous-marins. Ça aurait pu être la mine sous-marine, mais là, le choix a été fait en Nouvelle-Calédonie de voter un moratoire sur 50 ans sur toute exploration et exploitation minière sous-marine. Il peut y avoir aussi des dimensions géopolitiques. Décréter un parc de la paix pour la zone de Matthew Hunter, qui est une zone contestée et réclamée par Vanuatu depuis pas mal de temps. C'est une façon d'utiliser la question environnementale et la protection des espaces comme outil de géopolitique ou de diplomatie. On voit qu'on est loin de la biologie, en fait, mais ça règle aussi la façon dont ces découpages sont faits. Et puis, il y a évidemment, mais ça a été très bien présenté par Jean-Yves Pouedy, il y a la question de prendre en compte aussi la vision autochtone de l'océan, qui va aussi influer sur la manière dont on va raisonner les découpages, en fait. Donc, on voit que la question de la conservation de la nature dans un espace comme le parc de la mer de Corail, c'est une question qui est traversée par des enjeux divers et qui aboutit à des découpages qui sont eux-mêmes le résultat de toutes ces négociations, en quelque sorte. Et quand on parle de gouvernance, c'est de ça qu'on parle, en fait. Bon, alors, il se trouve que j'ai participé aussi, que j'ai co-coordonné avec Julien Collaude, qui est spécialiste, enfin chercheur en géosciences marines de l'Université de Bretagne occidentale, et Sarah Samadi du Muséum naturel d'histoire naturelle, le chapitre sur les grands fonds marins. Je ne vais pas en parler en détail, mais ce que je trouve intéressant, c'est deux choses en particulier. Bon, il y a une première chose à dire, c'est que ce que je trouve intéressant dans ce chapitre-là, et je vous conseille quand même de le lire, c'est qu'il y a tout l'aspect sur toute l'histoire de Zélandia, donc le continent dont fait partie la Nouvelle-Calédonie, et qui est un continent qui a été au fond découvert relativement récemment. Et d'une part, cette histoire est tout à fait fascinante, c'est une histoire sur une très très longue durée, évidemment. D'autre part, ça veut dire aussi un truc assez important, c'est que la géologie, ça ne sert pas uniquement à servir les intérêts des entreprises minières, ça sert aussi à découvrir les origines de la planète. Donc voilà, pour positiver la vision de la géologie qui est parfois un petit peu, et de façon tout à fait dommageable, montrée du doigt. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que les cartes qu'on montre sur le parc de la mer de Corail, c'est des cartes plates, évidemment, elles sont sur un papier. Mais évidemment, il y a des effets de relief, mais quand même. Mais en fait, le parc de la mer de Corail, c'est ça a une dimension volumétrique, en fait. Et cette dimension volumétrique, il faut la prendre en compte. Et elle est, au fond, peu prise en compte dans les dispositifs de protection de la nature et de l'océan en particulier. Mais là, ça commence. Donc, il y a l'objet mont sous-marin, qui est un objet particulièrement intéressant, qui devient un enjeu de conservation en 3 dimensions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas qu'en 3 dimensions, il a beaucoup plus de dimensions, parce que c'est aussi un espèce d'objet un peu frontière qui cristallise des tas d'intérêts, d'enjeux, de savoirs extrêmement divers, et qui, pour cette raison, est particulièrement intéressant. Pour finir, j'ai parlé d'espace, il y a aussi la question du temps. qu'il ne faut pas dépasser, évidemment. Le moratoire, j'en ai parlé. Donc, le moratoire, c'est quoi? C'est un instrument qui permet de reprendre le contrôle sur le temps. C'est quand même une ambition assez vaste. C'est pas simplement une loi. Au départ, c'est un instrument de négociation. Pour prendre un exemple rapidement, vous êtes tous à peu près au courant qu'il y a eu un moratoire sur la côte oubliée qui a été décrété par les populations locales parce qu'elles voulaient renégocier un certain nombre de choses avec les institutions, avec les mineurs, et qu'elles voulaient conserver leur espace. Mais surtout, elles voulaient réfléchir à ce qu'elles voulaient faire de cet espace. Et un moratoire, ça sert à ça. Ça sert à prendre le temps de réfléchir à quelque chose. Ce qui est différent en termes de principe d'une pure interdiction. Mais ça peut devenir un outil juridique. Donc c'est le cas en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu cette loi qui a été votée. Ça pose des tas de questions. Je ne vais pas rentrer dans le processus qui a abouti au texte définitif, mais il y a eu des tas de discussions sur qu'est-ce qu'on met dans ce moratoire, en fait. Il y avait très clairement l'idée que l'exploitation minière sous-marine, c'était pas une bonne idée, donc il fallait mettre ça dedans. Mais par exemple, il y a eu un débat très important sur c'est quoi l'exploration. Est-ce qu'on met l'exploration scientifique et l'exploration à vocation économique dans le même sac?
Ce qui est un peu le cas du projet de loi initial. Il y a eu toute une série de discussions qui ont abouti au fait qu'il fallait séparer les deux et que l'exploration scientifique devait pouvoir être poursuivie, contrairement à l'exploration à vocation économique. Après, il y a la question de la durée. Les discussions, c'était 10 ans ou 25 ans. Et finalement, c'est 50 ans qui est sorti du chapeau de façon tout à fait étonnante. Mais on peut s'en réjouir. Et puis après, il y a la question de l'objectif du moratoire. Ces 50 ans servent à quoi ? J'ai pas de réponse. Et donc, je vais arrêter là. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci à tous les collègues qui ont fait leur maximum pour tenir le temps. Je propose peut-être aux collègues de venir sur l'estrade et on va ouvrir comme ça un temps de questions si vous avez des questions. Alors il y a d'autres chapitres qui n'ont pas été présentés, qui sont aussi intéressants et qu'on présentera peut-être à une autre occasion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors moi je vais lancer les questions. Il me semble, Fanny, une question pour Fanny sur les récifs coralliens. Il me semble, alors j'ai peut-être pas été très attentif, mais que tu es passé assez vite sur ce qu'était le blanchissement corallien. Donc peut-être tu peux expliquer un peu plus ce que c'est et comment en Nouvelle-Calédonie on se situe par rapport à d'autres régions de la planète qui subissent, ou les récifs subissent des épisodes de blanchissement importants. Effectivement, j'ai pas expliqué le blanchissement. Le blanchissement, c'est quand les coraux ils subissent une hausse de température. Ça peut être juste 1 ou 2 degrés au-dessus de leur moyenne maximale. C'est un stress pour eux. En fait, les microalgues qu'ils ont dans leur tissu, elles vont trop fonctionner avec cette hausse de température. Ça va être un facteur de stress pour eux et donc les coraux vont expulser ces microalgues. Et comme ce sont ces microalgues qui leur donnent la majorité de leur couleur, eh bien le tissu va devenir transparent et on va voir le squelette au travers, d'où le nom de blanchissement corallien. On a la chance en Nouvelle-Calédonie par rapport au reste du monde d'être encore relativement épargné par ce phénomène. On a eu un blanchissement massif en 2016. Depuis, on a quand même il faut pas quand même être trop optimiste. On a chaque année du blanchissement qui est quand même assez localisé et qui concerne quelquefois seulement quelques espèces, mais en tout cas, ça se répète quand même maintenant. Toutes les saisons estivales, on a vraiment du blanchissement. Mais on est quand même relativement préservé par rapport au reste du monde. Dans le reste du monde, depuis, si je me trompe pas, janvier 2023, partout dans le monde, en fait, selon la saison chaude pour chaque pays, en fait, le blanchissement se produit à travers le monde et il y a plus de 80% des récifs mondiaux qui sont impactés par le blanchissement depuis 2023 maintenant. Et les prévisions du GIEC, donc du groupement international pour le climat, elles prévoient malheureusement que on pourrait perdre d'ici à 2030 70 à 90% des coraux des récifs coralliens mondiaux si la température augmente de seulement 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc c'est des prévisions qui sont pas vraiment sympathiques. Voilà. Merci Fanny. Donc le blanchissement, c'est pas simplement que les coraux changent de couleur, hein, bien évidemment. C'est que ce changement de couleur, eh bien, ça traduit une souffrance. Les coraux souffrent également, donc en expulsant leurs microalgues. Et si ça dure trop longtemps, eh bien, ils meurent. Hein, donc voilà, c'est un phénomène qui nous inquiète beaucoup et qui est très suivi, notamment au niveau des équipes de l'IRD. Est-ce qu'il y a des questions là-haut? Oui, j'ai une question pour Christophe. Christophe, tu as expliqué le mouvement du microplancton ou du zooplancton ou du phytoplancton dans les profondeurs. Je ne sais plus quelle distance tu as mis, mais comment est-ce que des tout petits organismes peuvent parcourir de si grandes distances pour échapper aux prédateurs? Je crois que c'est une centaine de mètres, il me semble que ça descend. Et comment, quand tu es si petit, tu peux descendre des distances aussi importantes?
En fait, ces organismes-là, on va prendre le micronecton, hein, c'est de l'ordre de 1 cm, on va dire du centimètre, 5 cm. Ils ajustent leur flottabilité. C'est-à-dire qu'ils modifient leur densité en expulsant notamment du gaz. Voilà, ils augmentent, ils modifient leur flottabilité, ça leur permet de faire ces mouvements verticaux. Et en plus, ceux qui font des mouvements verticaux, c'est ceux qui sont capables qui ont une capacité de nage. Donc le phytoplancton, qui sont des microalgues, certaines espèces de microalgues ont des mouvements verticaux, mais qui sont limités. Typiquement, les trichodesmiantes dont je parlais ont ces mouvements limités dans les 100 premiers mètres de l'océan. Et à fur et à mesure qu'on monte dans la chaîne trophique, les organismes ont une capacité de nage de plus en plus importante. Ça leur permet aussi de participer à ce mouvement. En 2 heures, les organismes passent de 1000 mètres de profondeur jusqu'à la surface. Merci beaucoup, c'était très intéressant et même moi qui connais bien le livre, hein, j'avoue que la manière de vos conférences ont éclairé des parties, etc. Donc encore, hein, et je regrette que ce livre n'ait pas eu plus de pages finalement. J'ai une question qui est une question, j'enlève ma casquette punk, c'est une question d'anthropologue calédonienne. Vous savez, dans le monde maori, on a vraiment remarqué que les Européens arrivaient et donnaient leur nom à la géographie, à commencer par Cook. Est-ce qu'on peut espérer un jour que les chercheurs se tournent peut-être vers le Sénat coutumier, etc., pour donner, je pense, au courant, pour donner en fait à la géographie, à des éléments de la géographie, des noms qui soient des noms de la zone pacifique. Donc, en se référant aux langues, etc., de les adapter en fait aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie ou aux spécificités locales. Voilà, je me demande si vous êtes posé la question déjà, ou s'il y a quelque chose de ce domaine-là qui permette de mettre en place une géographie plus intégrée, on va dire. Merci. Merci pour la question. Vous avez vu tout à l'heure, en langue aïe, Nekouye Pumoru, Neremei, etc. Donc, on y travaille et puis bon, on continue à travailler sur le côté de la toponymie aussi pour justement renommer les îlots, les passes, les récifs, hein, qui sont à proximité des tribus, mais qui sont aussi éloignés. Hein, parce que bon, il y a derrière un nom d'une passe ou d'un récif, il y a une responsabilité, il y a un clan, il y a un devoir qui est là. Donc, c'est pas des noms comme ça que l'on donne, mais on va aller voir les populations concernées, ceux qui sont pas loin de l'endroit cité, et qui vont nous dire justement le nom qui exprime quelque chose. Parce que derrière ce nom, comme je disais, il y a une responsabilité. Donc, on a commencé à faire ce travail-là. Il reste encore à faire, c'est pas fini. Il y a sur la partie ouest du pays, sud plutôt, sur les monts sous-marins qui sont dans le sud. Celui-là, il reste aussi à être nommé. Donc, ce sont les gens de Doumbia-Kapomé qui doivent donner un nom en langue, justement pour ces chaînes et puis ces aliments de monts sous-marins. Mais on y travaille, il n'y a pas de souci. On a commencé déjà quelque chose. D'autres questions? Ah, là devant, Florent. Je voulais parler du blanchissement du corail. En fait, quand il y a un blanchissement, ce n'est pas complètement. Il y a une possibilité, si cela ne dure pas trop longtemps, que le blanchissement disparaisse et revienne à la normale. Oui, c'est exact. En fait, quand les coraux perdent leur microalgues, donc en fait, comme c'est ces microalgues-là qui leur fournissent la plus grande partie de leur énergie, ça forcément ça les affaiblit. Mais si les conditions s'améliorent, donc si la température redevient plus clémente, dans ce cas-là, ils sont capables de réintégrer ces algues et de se remettre. Par contre, un récif, il a besoin, il y a plusieurs études qui sont sorties récemment qui ont montré qu'un récif corallien avait besoin de 10 ans
pour se remettre d'un épisode de blanchissement massif. Et en fait, le problème, c'est que ces canicules marines, maintenant, elles se présentent de plus en plus fréquemment et de façon plus intense. Et donc, les récifs n'ont pas le temps de se remettre de ce blanchissement. Et après, au niveau de la colonie corallienne, le blanchissement, même si elle se remet, en fait, ça a quand même un impact sur leur processus de calcification, de photosynthèse, de reproduction. Et donc, ça va affecter forcément leur futur et leurs conditions de vie après l'épisode de blanchissement. D'accord, merci. Merci à vous tous pour vos interventions qui sont extrêmement intéressantes. Pour continuer dans le cadre du mal-être de vie des coraux, malheureusement, je voudrais aborder le thème des alcantastères qui ont fait d'énormes dégâts sur les coraux calédoniens. Il y a eu beaucoup d'hésitations sur la manière de réagir pour arrêter ces dégâts ou laisser faire la nature, comme on dit. Et je voudrais savoir quel est votre point de vue, peut-être d'un point de vue anthropologique, parce que ça m'intéresse aussi de cet aspect-là. Il n'y a pas que l'aspect scientifique, mais également l'aspect scientifique. Est-ce que c'est des réactions normales de la nature et comment vous envisagez éventuellement de remédier à l'arrêt, quand c'est possible, des dégâts que ça peut causer? Alors moi, je peux vous donner, merci pour cette question. Je peux vous donner mon point de vue. Après, je suis pas la personne la mieux placée parce que j'ai un collègue qui travaille spécifiquement sur ces questions. Effectivement, il y a des pullulations d'acantastères sur les récifs, et notamment ce collègue a mis au point une méthode avec une injection notamment de citron dans ces acantastères qui marche vraisemblablement très bien. Mon point de vue, moi, travaillant sur les coraux, je vous avoue que quand je vois ces énormes étoiles de mer qui dévorent vraiment, qui font vraiment des ravages, j'aurais plus tendance à les enlever vu les dégâts qu'elles font. Mais c'est un débat et franchement, je pense que je suis pas très bien placée pour vous répondre là-dessus. Voilà. Après, il y a vraiment, c'est quelque chose qui est pas défini. Est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce qu'on doit pas intervenir? Est-ce que c'est des phénomènes naturels, pas naturels? J'aurais tendance à vous dire que vu la conjoncture actuelle, avec déjà le réchauffement climatique qui affaiblit très fortement ces récifs, si on peut intervenir et éviter d'avoir des pans entiers de récifs en plus sous pression de ces acantastères, si on peut intervenir, honnêtement, pour ma part, je préfère intervenir. Et puis je suis absolument pas spécialiste du sujet, donc c'est juste sur un plan un peu général, quoi. C'est si on voit apparaître un problème comme celui-là, parce que manifestement c'est un problème. Un des premiers réflexes, évidemment, c'est de s'adresser à des scientifiques spécialistes de la discipline, mais c'est aussi s'adresser aux populations locales pour savoir ce qu'elles savent de ce problème. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau au sens où c'est plus intensif que précédemment? Ce genre de choses. Donc il faut aussi croiser différents types de savoirs. Donc on est toujours dans cette idée, je pense que le bouquin le précise bien, ou le montre bien, c'est cette idée de pluralité de savoir et de mise en œuvre des croisements entre cette pluralité de savoir. Et là, sur un cas comme ça, c'est typiquement une des choses à faire. C'est pas la seule, mais une des choses à faire, c'est vraiment savoir ce que les gens savent du problème identifié. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On peut rappeler quand même que les acantastères sont des espèces qui sont pas des espèces introduites. Elles sont des espèces qui ont leur place dans l'écosystème. La difficulté, c'est que de temps en temps, et pour des facteurs qui sont encore largement inexpliquées, elles effectuent des pullulations considérables et c'est là qu'elles ont des impacts. Mais juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ce ne sont pas des espèces introduites. Bonsoir, ce serait pour vous poser la question aux scientifiques, où est-ce que ça en est par rapport aux campagnes menées conjointement, il y a quelques années maintenant, entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, en rapport avec la ciguatera. Je sais qu'il y a eu des recherches qui ont été faites au niveau des populations autochtones. Et est-ce que, de votre côté, il y a eu des avancées significatives à ce niveau-là? Merci.
En fait, on a un collègue donc en Polynésie. Il y a des programmes spécifiques sur la ciguatera qui sont menés notamment par l'institut qu'on appelle ILM, Institut Louis Manardé. En Nouvelle-Calédonie, c'est nos collègues de l'Ifremer en particulier, Thierry Geoffrey, qui mènent des recherches sur les toxines. Voilà, donc on est en train de recenser les différentes toxines et les différents facteurs qui les amènent. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recherches sur la ciguatera en Nouvelle-Calédonie. Et puis ça a été, il y a eu un creux pendant de longues, et puis c'est passé en Polynésie. Et puis maintenant, donc les recherches ont repris avec notamment ce collègue de l'Ifremer. En particulier dans le cadre de Maeva, donc lié aux canicules marines pour voir si la température de l'eau a une influence sur la ciguatera. Oui, donc ça c'est un point qui est intéressant, je ne sais pas si on doit le dire comme ça. Donc la température augmente et donc on s'attend à des efflorescences et de l'apparition de ciguatera de plus en plus fréquentes qui sont liées à l'augmentation des événements de température qui provoquent également les blanchissements des coraux. Voilà, donc ça fait partie des préoccupations. C'est sûr, on a des programmes de recherche là-dessus en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Si devant, Florent, devant, un doigt se lève. Toujours, bonsoir, merci beaucoup. Toujours sur les coraux, lorsqu'une zone a été détruite, soit par un blanchissement ou par des acanthaster, est-ce que vous faites des essais de ferme pour reconstituer le corail, comme on a eu l'occasion de voir dans des émissions à La Réunion? Il y a notamment une ferme corallienne à Lifou qui est en train de se mettre en place pour faire de la culture de coraux. Après, en ce qui concerne la restauration, faut être prudent parce qu'il y a beaucoup de restauration qui est faite, mais qui montre aussi que ces coraux qui sont, ces fermes artificielles en fait, si c'est en mer, de toute façon, ils vont subir également les épisodes de réchauffement et ils vont être soumis au blanchissement également. Maintenant, il y a plutôt une nouvelle tendance d'aller vraiment vers de la restauration intelligente en sélectionnant les espèces qui sont connues pour être plus résistantes au réchauffement et en essayant d'améliorer cette restauration par différents moyens pour rendre les coraux plus résistants. Mais sur les coraux, ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment des controverses à l'intérieur de la communauté des biologistes, justement, entre d'un côté une vision de la conservation, c'est-à-dire il faut faire des grandes aires marines protégées, etc. C'est pas de vision exclusive, Et puis de l'autre côté, une vision plus interventionniste de sélection, etc., de ferme, et ça crée vraiment des débats qui sont extrêmement intéressants, qui sont riches, qui créent de la polémique interne, mais c'est aussi comme ça que la science avance. Il y a une grosse enquête qui a été faite par une anthropologue américaine qui s'appelle Iris Braverman et qui a écrit un livre sur le sujet, donc elle a fait une enquête au long cours en fait et qui a montré à quel point il y avait ces différentes positions qui traversaient la communauté des biologistes spécialistes du corail et que ces positions étaient en plus liées à des questions de genre, de génération, etc. Donc c'est une façon de réinjecter un peu de sociologie dans la compréhension du fonctionnement des sciences et je trouve ça assez intéressant aussi. Est-ce qu'éventuellement, oui, il y a encore une intervention? Oui, je m'interroge maintenant sur la quantité de poissons qui existent dans les fonds marins, et notamment en Calédonie, parce que je vais souvent sur l'eau et je me rends compte, j'ai l'impression en tous les cas, qu'il y a de moins en moins de poissons, tout simplement. Alors, est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été faites sur différentes espèces et par rapport aux résultats obtenus, quelles sont les décisions qui ont été prises ou celles qui seront peut-être prises dans le temps, parce que il y a aussi beaucoup à dire dans ce domaine. On ne l'a pas abordé, mais j'aimerais bien avoir vos avis. Merci. Je ne sais pas pourquoi on m'a passé le micro. Je me retrouve avec le micro.
Alors, alors je vais juste sur les thons, en fait, qui sont des espèces exploitées, comme on sait. Il y a les estimations de stock de thon ne montrent pas de baisse particulière. Donc ces espèces, il y en a un certain nombre, ne sont pas particulièrement en danger autant qu'on puisse le dire dans le Pacifique. Après, pour le reste des poissons, je peux pas dire. Enfin, en tout cas, sur cette espèce-là, sur ces espèces-là, là, il n'y a pas trop de danger. Mais c'est peut-être pas celle-là dont vous parlez. Voilà. Un petit mot sur ça et sur les questions précédentes aussi. La vision que l'on porte, l'approche culturelle kanak de l'océan, elle est holistique. Elle est holistique et puis, bien sûr, quand il y a blanchissement de coraux, quand il y a l'acanthastère en nombre, quand c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. La vision kanak de l'océan nous parle d'équilibre en permanence sur ce qu'on prélève, mais sur l'impact aussi de l'humain sur ces milieux-là. Donc, si vous regardez le fameux livre qui est là, c'est pour ça qu'on est là ce soir, mais sur aussi ces petites brochures vulgarisées là qui nous parlent de vision kanak de l'océan, ben c'est basé sur l'équilibre justement. Cette approche holistique nous oblige à tenir compte de tous ces éléments et de les valoriser. Ne pas prendre un seul élément puis oublier les autres. Hein, parce que c'est cette approche-là qui va nous amener, parce que si on fait ce travail-là, c'est qu'à un moment donné, on va s'apercevoir qu'on a oublié l'autre qui est important. Aussi petit soit-il, mais il est important. Donc, il faut tenir compte de tout cet ensemble-là pour qu'il y ait équilibre. Donc, si votre question concernait plus particulièrement les poissons coralliens, parce que voilà, il n'y a pas de spécialiste sur cette estrade des poissons coralliens. Voilà. Donc, par contre, comme l'a dit Fanny, en fait, donc le parc qui commence 12 000 nautiques après la barrière de corail, en fait, comprend des systèmes coralliens qui ont parmi les biomasses de poissons les plus élevées au monde. Et là, on parle bien de poissons coralliens. La réponse de Christophe concernait les poissons pélagiques, qui sont une ressource halieutique et puis une biomasse importante dans le parc. Sur les zones qui sont plus proches de la Grande Terre, les données sont assez contrastées. Ça dépend beaucoup, bien sûr, des emprises humaines, des pressions humaines, etc. Donc là, il faudrait que des spécialistes soient présents pour vraiment vous éclairer sur l'évolution dans le temps. Ce qui est quand même certain, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, par rapport à d'autres îles du Pacifique, l'état de conservation d'un certain nombre de communautés de poissons dans le lagon est bien meilleur. Tout simplement parce que c'est quand même un espace qui est très grand, c'est un espace qui est relativement peu peuplé, 250 000 habitants, puis en plus concentré sur une partie de la Nouvelle-Calédonie. Il y a un certain nombre de pressions qui sont quand même plus faibles. Elles s'exercent. Alors ici, en plus, à contrario, on a une pression particulière qui est la pression de minière, qui s'exerce aussi, bien évidemment, qui a des conséquences sur le lagon. Donc c'est assez contrasté. On n'est pas en capacité de vous donner des éléments de réponse plus précis. Mais ce sont également des choses qui sont étudiées, notamment par des collègues de l'université, mais qui sont pas présents là ce soir. Mais qui sont co-auteurs. Oui, qui sont co-auteurs. Donc, je vous encourage à lire cet ouvrage. Vous aurez sans doute les réponses à vos questions. On va peut-être conclure et il est temps de rentrer, de faire notre migration nictémérale, comme a expliqué Christophe, pas en profondeur, mais ou en profondeur par rapport à la presqu'île de Nouville. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour ces échanges. Je vous rappelle que le livre est en vente. Alors nous, on fait aucun bénéfice, bien évidemment, mais simplement les 63 auteurs et puis les 80 personnes en tout qui ont participé à l'édition de cet ouvrage, en fait, ont qu'un souhait, c'est que cet ouvrage soit lu, bien évidemment. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on était là ce soir pour en parler. Il est maintenant disponible sur différents points de vente. Il est disponible aux presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie. Il peut constituer un excellent cadeau de Noël à un prix tout à fait modique. Il fait quand même 163 pages et 900 grammes pour 3600 francs. Donc je pense que c'est un bon investissement. Voilà. Il est en vente en haut de l'amphithéâtre, à la librairie Calédolivre, et Cathy de Calédolivre, qui est là-haut, pourra vous indiquer sur quels autres points de vente il est maintenant disponible. Voilà.
Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole à Florent pour le mot de la fin. Il me dit non. Donc c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci aux collègues d'avoir pris de leur temps. Et merci à vous d'avoir été là.